Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un chapitre passionnant du programme de première, la dynamique des écosystèmes. On va se transformer en véritable détective du vivant pour comprendre les mécanismes secrets qui animent la nature autour de nous. Prêt? C'est parti. Alors, quand on se promène en forêt, on a souvent cette impression, non? Tout semble calme, stable, un équilibre parfait, où chaque arbre, chaque animal est exactement à sa place. On dirait une belle photo, un instant figé dans le temps. Mais est-ce que cet équilibre est si solide qu'il en a l'air? Que se passerait-il si un événement brutal, comme un grand incendie ou un glissement de terrain, venait tout raser, ne laissant qu'un seul nu? Est-ce que tout est fini pour autant? Et voilà, on y est. C'est exactement ça, notre problématique du jour. Comment la vie fait-elle pour reprendre ses droits? Comment, à partir de rien, ou presque, on arrive à reconstruire une forêt complexe et pleine de vie? Ce processus a un nom, la succession écologique. Et c'est ce mystère qu'on va résoudre ensemble. Bon, comme dans toute bonne enquête, il faut commencer par les bases. On ouvre le dossier et on identifie d'abord les éléments fondamentaux de notre scène de crime, de notre écosystème. Le mot-clé, le concept central, c'est celui d'écosystème. Pour faire simple, un écosystème, c'est la combinaison de deux choses qui sont inséparables. D'un côté, on a tous les êtres vivants, c'est ce qu'on appelle la biocénose, et de l'autre, leur milieu de vie, leur environnement physique, ça, c'est le biotope. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Pour que ce soit bien clair, on va utiliser une petite métaphore. Imagine une pièce de théâtre. Le biotope, c'est la scène. Le sol, les rochers, la lumière, la température, bref, tout le décor. Et la biocénose, eh bien, ce sont les acteurs qui jouent sur cette scène. Les plantes, les animaux, les champignons. C'est l'interaction entre les acteurs et le décor qui va créer toute l'histoire. Zoomons un peu sur ce décor. Le biotope, c'est donc l'ensemble de toutes les conditions physico-chimiques d'un lieu. On parle de la quantité de lumière, de la température moyenne, de l'humidité, de la nature du sol, des minéraux qu'il contient. C'est ce cadre-là qui va imposer les règles du jeu et déterminer quels acteurs, quelles espèces auront le droit de monter sur scène. Ok, le décor est planté, les acteurs sont en place. Maintenant, place à l'action. Comment est-ce que tous ces êtres vivants interagissent entre eux? C'est là que les choses deviennent vraiment dynamiques. Sur la scène de l'écosystème, il y a principalement deux types de relations entre les acteurs. D'un côté, il y a la compétition, c'est quand plusieurs organismes se battent pour la même ressource, qui est forcément limitée, comme la lumière, l'eau ou la nourriture. Et de l'autre côté, il y a la coopération, ou le mutualisme, où des organismes vont s'entraider pour un bénéfice mutuel. Regardons des exemples concrets. À gauche, on a un cas typique de compétition. Le chêne et le hêtre qui poussent l'un à côté de l'autre. Ils se battent pour accéder à la lumière, essentielle à leur survie. Maintenant, à droite, on a un cas de coopération absolument fascinant, les mycorhizes. C'est une association hyper intime entre les racines d'un arbre et un champignon. Le champignon, avec son réseau de filaments, va explorer le sol bien mieux que la racine et fournir à l'arbre de l'eau et des sels minéraux. En échange, l'arbre lui donne des sucres qu'il produit par photosynthèse. C'est une alliance gagnant-gagnant. Une autre interaction fondamentale, c'est la prédation. Et là, on a un document bac très classique. Ce graphique montre l'évolution des populations de lemmings, les proies, et de chouettes, leurs prédateurs. Regarde bien, quand la population de lemmings augmente, hop, celle des chouettes augmente, juste après, puisqu'elles ont plein à manger. Mais cette augmentation des prédateurs fait ensuite chuter la population de proies. Et qui en subit les conséquences? Les chouettes, dont la population diminue à son tour. C'est une sorte de danse cyclique qui régule l'équilibre de tout l'écosystème. D'accord, on a le décor, les acteurs, leurs relations, mais qu'est-ce qui fait tourner toute cette machine? Quel est le carburant de la vie? On va maintenant plonger au cœur du réacteur de l'écosystème. Dans ce réacteur, on peut classer les organismes en trois grandes équipes en fonction de leur rôle. D'abord, l'équipe des producteurs, ce sont les végétaux. On les dit autotrophes parce qu'ils sont capables de produire leur propre matière organique juste avec de la matière minérale, de l'eau, du CO2 et de la lumière. Ensuite, l'équipe des consommateurs, qui sont hétérotrophes, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de manger d'autres êtres vivants pour obtenir leur matière et leur énergie. Et enfin, une équipe essentielle qu'on oublie souvent, les décomposeurs, les recycleurs de l'écosystème, qui dégradent la matière organique morte. Toutes ces relations de qui mange qui forment ce qu'on appelle un réseau trophique ou réseau alimentaire. Et attention, ce n'est pas une simple chaîne linéaire, mais bien un réseau, un maillage incroyablement complexe où tout le monde est connecté. L'herbe est mangée par le criquet, qui est mangée par la musaraigne, qui est mangée par la chouette. C'est par ces liens que circulent la matière et l'énergie. Pour essayer de simplifier cette complexité, on utilise souvent un modèle, la pyramide de biomasse. C'est simple,
À la base, on a la masse totale de tous les producteurs, c'est l'étage le plus large. Au-dessus, la masse des consommateurs de premier ordre, puis de deuxième ordre, etc. Et on voit bien que la masse totale des organismes diminue à chaque fois qu'on monte d'un niveau. Mais pourquoi cette forme de pyramide? La raison tient dans ce chiffre, 90%. À chaque fois qu'un organisme en mange un autre, environ 90% de l'énergie contenue dans la proie est perdue, notamment sous forme de chaleur pour le métabolisme. Seulement 10% environ est réellement converti en biomasse pour le prédateur. C'est une perte énorme et ça nous mène à un concept fondamental. L'énergie ne fait que traverser l'écosystème, c'est un flux à sens unique. À l'inverse, la matière, elle, est recyclée en permanence. Ne confonds jamais les deux, c'est crucial. Maintenant qu'on a bien compris comment notre forêt fonctionne en interne, on va prendre de la hauteur. On va dézoomer pour voir comment cet écosystème s'intègre dans des cycles qui concernent la planète entière. Les forêts sont des piliers du cycle du carbone mondial. Regarde ce schéma. Elles agissent comme d'immenses réservoirs, c'est-à-dire qu'elles stockent d'énormes quantités de carbone dans le bois des arbres, dans les feuilles et même dans le sol. Grâce à la photosynthèse, elles absorbent le CO2 de l'atmosphère, c'est la grosse flèche qui descend vers la forêt, et fonctionnent donc comme des puits de carbone. Elles jouent un rôle direct dans la régulation de notre climat. Et ce stockage, ce n'est pas anecdotique. Regarde ce chiffre. Les forêts boréales, à elles seules, stockent près de 560 gigatonnes de carbone. C'est un chiffre astronomique. Ça te montre à quel point la santé de chaque grand type de forêt sur Terre est un enjeu planétaire pour l'équilibre du climat. Bien, notre enquête touche à sa fin. On a rassemblé toutes les preuves, il est temps de faire le bilan, de boucler l'affaire et surtout de voir comment appliquer tout ça concrètement pour le bac. Et voilà le schéma bilan final, la solution de notre énigme. Il résume tout ce qu'on vient de dire. On retrouve le biotope qui impose les conditions, la biocénose avec toutes ses interactions et les grands flux qui animent le tout. Le flux d'énergie qui traverse le système et le cycle de la matière qui tourne en boucle. C'est ça la grande image du fonctionnement d'un écosystème. Maintenant, parlons méthode. C'est capital pour le bac. Face à un document, il y a une démarche en 3 temps à respecter. D'abord, je présente le document. C'est quoi? Ça montre quoi? Ensuite, j'analyse. J'extrais les informations précises, les chiffres, les tendances. Et enfin, l'étape la plus importante, je mets en relation ces infos avec mes connaissances du cours pour construire une argumentation scientifique logique et structurée. C'est ça qu'on attend de toi. Et pour finir, attention au piège classique. L'erreur numéro 1. Confondre le cycle de la matière, qui est une boucle, et le flux d'énergie, qui est une route à sens unique. Erreur numéro 2. Se contenter de décrire un document. Je vois que la courbe monte. Sans l'analyser, sans expliquer pourquoi. Et enfin, n'oublie jamais les décomposeurs. Ils sont discrets, mais sans eux, le cycle de la matière ne pourrait pas se refermer. Voilà, notre enquête est résolue. On a compris les rouages internes d'un écosystème. Mais tout ça, ça ouvre la porte à une question encore plus vaste et plus actuelle. Maintenant qu'on sait à quel point ces dynamiques sont complexes et interconnectées, quel est l'impact réel de nos activités humaines sur ces équilibres si fragiles? C'est une réflexion essentielle et ce sera peut-être le sujet de notre prochaine enquête.